Une petite précision tout d'abord. Vendredi dernier, j'ai annoncé une liste d'invités, mais c'était des invités qui vont du lundi 13 octobre au vendredi 17 octobre. C'était Régis Debray, Nicole Avril, Jean Matteoli, André Frossard et Dominique Bussereau. Les invités de cette semaine, Guy Laroche, qui est là devant moi, Guylain Lafont, un moine, Claude Marty, le chanteur occitan, Pierre-Jacques Arilias, un conteur breton, et Daniel Barenboim, le célèbre chef d'orchestre. Donc mon invité aujourd'hui, en ce lundi, premier jour de la semaine, Guy Laroche. On se fait souvent, Guy Laroche, une fausse idée du couturier que vous êtes. On l'habille d'une mythologie de fantasmes. Et je voudrais bien savoir ce qu'est véritablement un couturier. Oui, c'est assez difficile à définir, en effet, mais je crois, comme vous le dites, qu'un couturier n'est pas du tout ce que la majorité des gens se représentent. Ils s'imaginent qu'on travaille dans les chiffons. Ils ont, je pense, une idée de futilité que nous n'avons pas, parce qu'on est, d'un certain côté, beaucoup plus des industriels aujourd'hui que des gens qui travaillent, comme on peut le penser, dans le chiffon. Il faut également une fausse idée du physique d'un couturier. Ah ben ça, je sais pas quelle idée ils ont. Il y a plusieurs là-dessus quand même. Ils peuvent se faire une idée parce que je crois que les couturiers se font photographier quand même pas mal. Alors je crois qu'ils ont quand même une idée un peu plus réaliste. Est-ce que les mots ne sont pas différents? On dit couturier, il y a la couturière et il y avait le tailleur. Et on oublie de plus en plus ce seul mot de tailleur. Oui, je crois que le mot tailleur revenait simplement, je crois, au coupeur masculin qui coupait les vêtements d'hommes. Je crois que c'était à ce métier-là surtout qu'on disait un tailleur. C'est une ambition d'enfant, couturier? Non, honnêtement, non. Vraiment pas du tout, parce que en étant enfant, si on m'avait dit qu'un jour je serais couturier, j'aurais pensé que ces gens-là étaient fous. Non, vraiment, c'est un peu... Vous saviez à ce moment-là, lorsque vous étiez enfant, qu'il existait des couturiers? Oh oui, quand même. Enfin, enfant, à partir d'un certain âge. Mais j'avais une fausse idée, moi aussi, de la couture. Je ne savais pas ce que c'était. Parce que quand on est en province, on n'a vraiment pas une idée vraiment de ce que c'est une maison de couture. Vous avez l'impression maintenant d'être arrivé au sommet de votre art, parce que lorsqu'on le considère d'un peu près, on s'aperçoit que c'est un métier de création. Oui, enfin au sommet c'est beaucoup dire. Je crois qu'il faut toujours lutter. On n'est jamais arrivé au sommet. On n'y arrive jamais. Je crois que si on y arrive, enfin faut pas croire qu'on y arrive. Je ne pense pas, quoi. Mais on commence comment dans ce métier? On commence comment? C'est-à-dire que je suis arrivé à Paris sans savoir vraiment ce que j'allais faire, parce que je suis arrivé après la guerre, en 48, et c'est un peu, je me cherchais, je ne savais pas, j'avais 20 ans, et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Alors c'était les problèmes, parce qu'il y avait eu la guerre, et j'étais à La Rochelle pendant la guerre, ce qui fait qu'en arrivant à Paris, j'avais de la famille, mais je ne savais pas, je me cherchais moi-même. C'est un peu les circonstances qui ont fait que, évidemment, j'étais attiré par les métiers de luxe, ou disons par la couture, je dessinais, mais c'était pas défini chez moi en fait. Je ne pensais vraiment pas, je ne le cherchais pas vraiment. Il y a quand même des motivations. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai malheureusement pas pu faire mes études comme j'aurais voulu le faire, parce que si j'avais fait mes études, j'étais malade. J'ai été assez malade, assez souffrant entre l'âge de 9 ans et de 13-14 ans. Ce qui fait que ça m'a beaucoup retardé dans mes études, et après je n'avais pas envie de continuer parce que finalement j'avais un certain complexe, disons, vis-à-vis des autres. J'arrivais en retard, étant donné que j'avais même pas pu suivre de cours particuliers. Les études m'étaient complètement interdites pendant plusieurs années. Et alors donc je me dirigeais et je ne savais pas très bien quoi faire, parce que si j'avais pu faire mes études, j'aurais vraiment le métier qui à ce moment-là me passionnait, où je regardais quand j'étais enfant, c'était la chirurgie. J'étais absolument passionné par tout ce qui était chirurgie. Si vous en aviez les moyens, vous recommenceriez une vie et vous seriez chirurgien? Ah oui, ce serait merveilleux, mais j'aimerais pas une vie, il faudrait recommencer beaucoup de vies. Guy Laroche, si vous étiez resté à La Rochelle, que seriez-vous devenu? Bien, je crois, je ne sais pas, peut-être... Même avec tout ce que vous avez eu dans votre enfance, et cette maladie et tout le reste. Je ne sais pas, j'avais mon père qui était hôtelier, peut-être j'aurais continué dans cette voie, parce que en fait j'aimais toujours, ce que j'ai toujours beaucoup aimé de toute façon, c'est les contacts humains. Je ne me serais pas... il fallait que j'ai des contacts. J'aime beaucoup toujours rencontrer des gens, j'aime les contacts, je trouve que c'est très important dans la vie, et donc je n'aurais pas pu choisir un métier où je n'ai pas de contact.
Vous êtes arrivé à Paris, vous aviez 20 ans, et lorsqu'on arrive à Paris, c'est difficile. Il faut penser à tous ceux qui veulent faire le saut un jour et qui n'osent pas parfois. Oui, c'était difficile. Disons peut-être qu'à cette époque-là, je ne sais pas, les années d'après-guerre quand même m'ont donné une certaine facilité parce qu'il y avait une certaine euphorie partout. Et en plus, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j'avais des parents merveilleux qui comprenaient très bien que j'ai envie de venir à Paris et qui m'ont aidé, évidemment. Donc j'ai eu quand même, en plus, j'ai connu beaucoup de gens parce que du fait qu'il y a eu l'exode en 40, mes parents avaient connu pas mal de Parisiens pendant cet exode à La Rochelle, et ça m'a permis de retrouver, en plus de la famille que j'avais à Paris, des amis. Ce qui quand même était très important parce que à travers ces amis, j'ai pu avoir des contacts assez rapides, ne serait-ce que les contacts justement qui m'ont permis de connaître Monsieur de C. Alors j'ai connu d'abord son directeur, qui était un homme charmant, qui est le père du peintre Jean-Pierre Cassignol, un peintre actuel qui a pas mal de succès, qui a du succès. Et c'est comme ça que j'ai donné des dessins. Et après avoir donné d'ailleurs ces dessins, j'ai quitté Paris. Je suis parti à Megève parce que je voulais faire du ski. C'était ma première année de ski, étant donné que je n'avais pas pu en faire avant. Et en rentrant, je suis allé revoir Monsieur de C. Et il avait exécuté 2 de mes dessins. Et il a demandé si je voulais travailler chez lui. C'était le vrai commencement. Et c'est le vrai commencement. Et je suis rentré chez lui. C'est la seule maison de couture que j'ai faite à Paris. Mais lorsque vous êtes parti pour Paris, vous aviez dit à vos parents que vous vous dirigiez du côté de la haute couture? Eh bien non, justement, c'est ce qui les inquiétait un peu, c'est que j'étais parti à Paris sans très bien savoir ce que j'allais faire. Alors, est évident, d'ailleurs, j'ai tâtonné quelques mois et je ne savais pas très bien dans quelle branche me diriger, si j'allais rentrer à La Rochelle, si j'allais me diriger dans une branche commerciale ou revenir chez mes parents. Et vous étiez quand même motivé par le dessin. J'aimais beaucoup ça, oui, mais vraiment, très honnêtement, je ne peux pas dire que je suis monté à Paris en disant je veux être couturier. Ça serait pas honnête de le dire parce que c'était faux, je ne pensais pas ça. À ce moment-là, il y avait un grand couturier, c'était Jacques Fath. On a rejoint cette qualité, Jacques Fath, Christian Dior, les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous et les autres. Mais je crois que la qualité, oui, mais je crois que la qualité existe toujours, c'est-à-dire que c'est la couture qui a évolué tout à fait différemment. À l'époque, évidemment, les grandes maisons étaient Balenciaga, Jacques Fath, Christian Dior, Pierre Balmain, Jean de C, c'était les grandes maisons de l'époque. Et à cette époque-là, surtout dans les années 50, la terre vraiment entière, toutes les américaines, toutes les étrangères venaient s'habiller à Paris. Elles avaient été privées de la couture pendant la guerre et c'était des années merveilleuses. On employait il y a eu 1200 ouvrières dans la maison Jean de C. Il avait l'hôtel particulier d'Eiffel, avenue Matignon. Maintenant, c'est le building de Life qui est à cette place et il y avait 14 salons d'essayage, c'était incroyable, mais l'époque était tout à fait différente, les femmes s'habillaient énormément, il y avait beaucoup de réceptions, c'était une vie à cette époque-là, même au sport d'hiver, c'est l'époque où on allait au sport d'hiver à Saint-Moritz, tous les soirs il y avait des dîners et toutes les femmes mettaient des robes du soir, elles ne remettaient jamais 2 fois la même robe pendant leur séjour. Donc l'époque, on le sait, a changé, tout va vite et peut-être a-t-on moins envie de se consacrer à des futilités? Alors votre métier est-il futile? Non, c'est-à-dire que notre métier a évolué en un sens qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, nous habillions une élite, si vous voulez, une certaine élite, c'était l'élite seulement de l'argent, tandis qu'aujourd'hui... Vous y croyez à cette élite, très franchement? L'élite de l'argent? Oui, elle vous fait vivre, et elle permet également à beaucoup d'ouvriers de vivre. Elle permet, oui. Je crois qu'il faut de tout. Je crois que l'uniformité engendre l'ennui. Il faut de tout dans une société. Je ne vois pas une société... pour moi, ce serait très triste. Je ne dis pas que ces gens-là sont mieux ou moins bien, mais je trouve qu'il faut une diversité. L'égalité n'est pas de ce monde. Mais l'égalité, c'est très difficile. On arrive dans ce monde déjà, il y a l'inégalité, la minute où l'on arrive dans la vie. On est beau, intelligent, riche, pauvre, doué. Donc il y a déjà une inégalité extraordinaire. Donc ce qu'il faut dans la vie, c'est essayer de rétablir une certaine égalité. Mais je ne crois pas à une véritable égalité.
Malheureusement peut-être, mais... Guy Laroche, à quel moment avez-vous cru, avez-vous su que vous pourriez installer votre griffe, votre nom? Car c'est ce qui est important dans vos domaines. Oui, je voulais, c'est ça d'abord, parce que quand on est modéliste dans une maison, on se dit toujours, voilà, est-ce que je serais capable d'être moi-même couturier? Bien, j'étais modéliste pendant près de 7 ans, enfin 6 ans dans la maison Jean Dessay, et je suis parti en Amérique, parce que j'ai voulu faire une coupure avant de m'installer. Et je suis parti en Amérique, et à ce moment-là, j'ai travaillé dans des maisons de prêt-à-porter. Ça m'intéressait de connaître quand même ce qu'était le prêt-à-porter. Étant donné d'abord qu'en Amérique, il n'y a pas de maison de haute couture. Il n'y avait que le prêt-à-porter, même à cette époque-là. Il y a des maisons de haute couture aujourd'hui? Non, il n'y a pas de maison de haute couture en Amérique. Non, il y a réservé à la France. Ah oui, ça n'existe. Oui, c'est réservé à la France et un peu à l'Italie, mais c'est vraiment typiquement français. Et en Amérique, vous avez appris votre métier? J'ai appris un autre métier. J'ai commencé à apprendre le métier du prêt-à-porter. J'ai vu ce que c'était que les usines de prêt-à-porter, de confection. Mais à quel moment alors êtes-vous devenu Guy Laroche? Alors je suis revenu à Paris, je suis resté en Amérique 2 ans. Parce que ça ne va pas aussi vite que ça quand même. Oui, mais ça fait déjà très longtemps, malheureusement. En 48, votre maison, je crois, a été installée en 57. 57. 9 ans après, ça n'est pas tellement. 9 ans après, oui. Enfin quand même, en 9 ans, je crois que si on n'a pas appris son métier en 9 ans, on l'apprend toujours. Guy Laroche, le métier c'est une chose, le talent ça n'est une autre. Alors, admettons que vous ayez les deux, je crois que vous l'avez prouvé, mais il faut également, hélas, des sommes d'argent pour s'aventurer dans un métier comme celui-là. Oui, mais je crois qu'à l'époque, c'était quand même peut-être plus facile qu'aujourd'hui, très honnêtement. Mais en plus, je crois que j'ai été le premier à installer une maison de couture, de haute couture à Paris, pratiquement dans un couloir. Je crois que toutes les maisons de couture avaient des hôtels particuliers ou des appartements somptueux. Moi, j'ai pris un très petit appartement qui était avenue Franklin Roosevelt, en face le Palais de Glace. Et il y avait 3 pièces et un couloir assez grand entre ces 3 pièces. Et du couloir, j'ai fait le salon de présentation. J'ai pris des mannequins que j'habillais dans un autre petit couloir qui séparait 2 pièces. Et je crois que c'était la première fois où on a fait une maison de couture vraiment dans des conditions pareilles. Vous vous rappelez votre première collection? Ah oui, parfaitement. Quel style de robe? Eh bien, j'ai fait justement... Vous ne vous occupiez que des femmes à ce moment-là? Oui, j'ai commencé les collections masculines beaucoup plus tard. Oui, le style des robes du début, c'était justement les robes chemisiers, les robes... j'ai fait les robes plus courtes et les robes avec les décintrées, les tailles décintrées. Avez-vous l'impression que les femmes sont autant intéressées par la mode qu'il y a une vingtaine d'années? Oui, toujours la même chose. Rien ne changera jamais. Rien ne changera pas. C'est-à-dire que la mode a évolué. Parce que, par exemple, à l'époque où je me suis installé, les femmes qui s'habillaient dans les grandes maisons de couture et qui venaient chez moi me disaient « Oh, mais c'est beaucoup trop jeune chez vous, moi je ne peux pas m'habiller chez vous ». Ce qu'aujourd'hui on n'entend plus. Il n'y a plus de femmes qui disent « C'est beaucoup trop jeune ». Les femmes veulent s'habiller. À cette époque-là, c'était différent. Et le succès vient vite ensuite? À quel signe le reconnaît-on? On a envie d'abord de ce succès, vous l'avez voulu. Oui, je crois que là j'ai eu la chance parce que la première collection a été un succès. Et donc tous les magazines, j'ai eu tous les interviews, tous les magazines sont venus, les acheteurs étrangers sont venus. On le sait très vite, vous savez. Je crois que le soir d'une générale d'une pièce de théâtre, on sait si ça marche ou si ça marche pas. C'est une mise en scène en fait. C'est une mise en scène, mais il n'y a pas que la mise en scène qui compte. Il faut que ce que l'on sert soit... Moi, j'ai toujours été étonné dans les collections de couture, enfin ce que j'en vois par la télévision, ce que j'en sais par les journaux. Vous fabriquez des modèles que les femmes sont parfaitement incapables de porter. Ah oui, ça c'est ce qu'on dit toujours. Je suis pas tout à fait de cet avis. Il faut être démoniaque ou monstrueux pour porter parfois ce que vous faites, vous les couturiers. Je ne sais pas. Vous savez, chacun a son style. Moi, j'ai jamais été un couturier qui ait fait des choses. J'ai jamais justement voulu donner dans ce style de faire des choses importables ou des choses qui ne sont faites uniquement que pour les magazines. Je n'ai jamais cédé à cette tentation. Je vous demandais tout à l'heure à quel signe on reconnaît une réussite. Je crois que c'est surtout au carnet de commandes. Eh bien, c'était au carnet de commandes à ce moment-là, et comment aussi par la presse, par les magazines, par les articles qui étaient écrits à ce moment-là. Est-il vrai que la couture, surtout la haute couture, est une forme de mafia? Non, pas du tout. Absolument pas, non. Faite de grands copieurs? Non, à l'époque où je travaillais chez Jean Dessay, il y avait une mafia qui nous venait des confectionneurs étrangers.
Ça, c'est un fait. C'est vrai, parce qu'on retrouvait tous les modèles des grandes maisons qui étaient très copiés par la confection étrangère. À ce moment-là, il y avait une certaine mafia de copies. C'était vrai, et on avait beaucoup de mal à lutter contre. On retrouvait des modèles qu'on ne vendait pas, et chaque maison, on peut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini, parce que les Américains achètent très peu, ils n'achètent pratiquement plus pour copier, parce qu'évidemment, on a un réseau de vente, on diffuse nous-mêmes. Le problème, au lieu de se faire copier par les autres, finalement, on a compris que c'était quand même peut-être plus intelligent de se copier soi-même et de fabriquer soi-même. Guy Laroche, soyons tout à fait franc, que peut-on inventer de nouveau lorsqu'il s'agit d'une robe ou lorsqu'il s'agit d'un costume? Mais vous savez, l'invention, c'est surtout une évolution. On peut pas prétendre faire des révolutions chaque saison. On travaille. Et puis, vous savez, on ne travaille pas dans le génie. Alors, si certains couturiers travaillent dans le génie. Non, mais il faut pas. Ils font croire, du moins. Pas moi. Non, alors vraiment non. Non, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en plus, par rapport à ce que l'on fait et la diffusion que l'on fait, je dirais même que on fait de la création, que j'appellerais de la création calculée aujourd'hui. Parce que quand on doit faire travailler des usines où il y a des centaines d'ouvrières et qu'on est responsable d'un certain chiffre d'affaires qu'il faut absolument faire, il faut faire de la création calculée, il faut savoir ce que les femmes veulent et ce qu'on doit leur donner. Et je pense qu'à ce moment-là, on est même pris dans un espèce de... Mais ça n'empêche pas la création, parce que je pense au contraire qu'à partir du moment où on a certaines difficultés, souvent l'invention vient de la difficulté. Ça ne me gêne pas. Enfin, vous le savez, vous êtes interdit au commun des mortels. Vous êtes des personnages difficiles. Mais pas du tout. Ça, je pense pas. Alors ça, je crois pas du tout. Surtout moi, avec le caractère que j'ai, pas du tout. Enfin, le métier que vous faites. Mais non. Les prix que vous pratiquez. Mais non, pas du tout. Parce que dans la diffusion, on pratique des prix extrêmement bas. C'est justement, il y a beaucoup de femmes qui croient qu'en venant dans une maison de couture, dans une boutique de couturier, elles pensent que les prix sont très très chers. Mais je vous assure que les prix sont souvent moins chers dans les boutiques de couturier que dans certaines petites boutiques à côté complètement anonymes. C'est un vrai métier. Mais c'est un vrai métier. On est obligé. D'abord parce que, plusieurs choses. Quand on fait du prêt-à-porter, pour un couturier de faire un prêt-à-porter, c'est une grande responsabilité. Parce qu'on est obligé, comme on met notre griffe dessus et qu'on ne peut pas, on est obligé de donner une garantie aux femmes. Si une femme achète une robe griffée, elle doit être plus exigeante que si elle achète une robe non griffée. Et nous, parce qu'elle doit dire, ça doit être une sécurité pour elle, de bien fait et de savoir ce qu'elle peut porter. Et la célébrité fait de vous des hommes d'affaires et vous finissez par oublier un peu votre côté créatif. Vous devenez des industriels. Oui, dans certaines branches, si vous voulez. Mais alors, justement, on a quand même les compensations parce que l'on fait quand même de la création à côté. On habille des films, on a quand même encore un rayon de haute couture. On a quand même de la création, si vous voulez. Et cette création que l'on fait dans la haute couture, elle a toujours des retombées sur le prêt-à-porter. Elle est toujours utile. Je crois que c'est comme tout. C'est comme dans une usine, on fabrique des voitures très très chères que l'on vend très peu, en très petit nombre. Mais je pense que les techniques que l'on recherche pour ces voitures sont utiles sur d'autres voitures et qu'après on profite de ces choses-là. Les autres en profitent. Quelle a été la réaction de vos parents lorsque vous avez été connu? Oh, mais mes parents étaient des gens très simple, très charmant, et ils étaient heureux, mais voilà, c'est tout, ils ont pris ça très simplement. Et ils auraient préféré peut-être que vous fussiez chirurgien? Non, je crois pas. Non, mes parents, du moment que j'étais content, ils étaient heureux. Si vous deviez vous habiller chez quelqu'un, chez un autre grand couturier, vous iriez chez qui? Tiens, c'est une question que j'avais pas pensé. Je crois que j'irais chez Smalto. Les autres, vous estimez que c'est un grand couturier, déjà installé? Vous me dites... oui, bien sûr. Je parle de tailleur. Oui, parce qu'il connaît bien son métier, il coupe très bien, oui. Vous finissez par devenir ami? Ou bien il y a tellement de rivalité que... Non, il n'y a pas de rivalité, enfin. Vous le dites. Ah ben, moi, j'en ai pas d'abord, vraiment pas, non. J'en ai pas. Pourquoi voulez-vous des rivalités? D'abord parce que, après tout, s'il y avait qu'un couturier à Paris, ou deux ou trois, il y aurait plus de couture à Paris. Ce qui fait la force de la couture à Paris, c'est qu'il y a des couturiers, des maisons de couture. À partir du moment où on serait une ou deux maisons, ça serait fini. Quels sont les petits signes qui vous différencient les uns des autres? Parce que vous avez chacun votre marque, votre griffe, votre nom, votre style. Justement, c'est ça. Et si tout était pareil?
Oui, mais je crois que même quelquefois, par exemple, on nous pose souvent des questions, on nous dit mais comment se fait-il que tous les couturiers, vous devez vous rencontrer parce que vous rallongez la mode à peu près en même temps, vous raccourcissez la mode en même temps, vous sortez des coloris en même temps. Et justement, je crois que ce qui est important, c'est parce que c'est à Paris que ça se passe. Je crois que si on est ailleurs, on n'a pas le même esprit de création. Parce que, d'abord par la parisienne, parce que les femmes à Paris, je crois qu'elles comprennent beaucoup plus vite que les femmes ailleurs. Même consciemment ou même inconsciemment, elles sont prêtes à porter une nouvelle mode. Et elles l'adaptent et elles le comprennent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Enfin, en admettant, Guy Laroche, que vous soyez rivaux sur le plan de la personnalité, vous êtes tout de même complice sur un plan commercial. Parce que vous faites les choses ensemble et en même temps vous décidez par exemple de monter la jupe au-dessus du genou. Je crois que c'est vous qui avez fait ça, non? Oui, mais oui. Mais on ne se concerte absolument pas. Vous savez vraiment. Alors c'est bien fait, hein, c'est vraiment. Mais oui, mais c'est sacrifié au vent de la mode. Alors. Eh bien, mais je crois que c'est peut-être ce qui se passe à Paris, c'est dans l'air. D'ailleurs, parce qu'on a essayé de créer la mode ailleurs, mais même des grands modélistes qui ont dû quitter Paris pour différentes raisons et qui sont partis travailler à l'étranger l'ont dit eux-mêmes. On se sclérose très très vite en dehors de Paris. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que vous sacrifiez peut-être à une élite, comme vous disiez tout à l'heure, mais tout le monde vous suit après. Après, oui. Alors, en fait, ça se passe comment, ça? C'est vraiment la mode qui est dans l'air. Les gens veulent être dans le coup? Je crois que quand même, justement, il se passe ce petit miracle qui fait que la mode qui sort de Paris, du fait de quand même de toutes ces maisons de couture, de tous les couturiers réunis, c'est eux qui donnent un impact à la mode. Et par exemple, j'étais à New York la semaine dernière et je regardais les vitrines des grands magasins et c'est très drôle parce qu'on retrouvait toute la mode de l'hiver dernier, c'est-à-dire les jupes très larges à godets sur des bottes mi-mollées. Quant à Paris, bon, la mode, il n'y a pas eu de révolution, mais vous ne voyez plus de femmes avec des jupes à godets dans la rue sur des bottes. Elles ont des jupes droites, la mode a évolué, il n'y a pas eu de révolution. Elles sont bien restées, toutes les vitrines de New York, c'est la mode de l'hiver dernier. Moi, j'ai toujours pensé que le grand public devrait faire le contraire de ce que vous imposez pour marquer sa personnalité. Alors comment réagiriez-vous dans ce cas-là? Oui, mais vous savez, le public aujourd'hui, il y a une grande liberté dans la mode. Vous voyez des gens habillés de toutes les façons. Disons qu'il y a des directives. Vous voulez dire n'importe comment? Il y en a aussi de n'importe comment. Oui, ça vraiment, trop quelquefois. Mais il y a une très grande liberté. Les gens s'habillent d'une façon justement beaucoup plus libre avec leur personnalité. Il y a quelques années quand même, autrefois, une femme, il fallait qu'elle ait vraiment la silhouette de la saison. Aujourd'hui, elle a une certaine silhouette de la saison, mais c'est beaucoup plus libre. Beaucoup de gens ne suivent pas la mode. Ils prétendent ne pas la suivre, mais quand même, ils la suivent. Lorsque vous vous promenez dans la rue, vous êtes heureux de voir comment les gens s'habillent? Vous savez d'abord, est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que c'est important? Pas pour moi. En fait, quand je suis sorti de la maison de couture, Alors vous imposez le contraire de ce que vous pensez. Pourquoi? Non, parce qu'après tout, nous, on propose les choses, on fait tout, mais je ne suis plus responsable après. Alors vous comprenez, souvent, oui, je dis, mais mon Dieu, on voit des choses horribles, mais de mauvais goût, mais on ne peut pas. C'est humain, on ne peut pas prétendre rétablir. Le goût, d'abord, qu'est-ce que c'est que le goût? Où ça commence et où ça finit? Très subjectif. Oui, mais de toute façon, c'est pour ça que nous, on fait le maximum. C'est-à-dire, moi, je fais le maximum pour que les femmes qui achètent du prêt-à-porter, disons, je parle pour les femmes, eh bien, le maximum pour leur garantir qu'en achetant, disons, du Guy Laroche, on leur donne une silhouette, on leur donne un maximum de qualité. Mais après ça, c'est les femmes qui disposent. Vous savez, on ne peut plus rien. Si elles veulent mélanger des choses qui ne vont pas entre elles, si elles veulent mettre des accessoires qui ne vont pas, nous, on n'est plus responsables. C'est pour ça qu'à ce moment-là, après, pour moi, c'est terminé. Guy Laroche, vous avez quitté La Rochelle à 20 ans. Vous êtes monté à Paris, vous êtes installé, vous vouliez rencontrer des gens parce que vous l'avez dit, ce que vous recherchiez surtout, c'était le contact humain. Vous avez l'impression de vous être enrichi l'esprit? Toujours, oui, mais... En effet, j'ai eu beaucoup de chance d'abord parce que je suis monté après Paris, je suis allé dans beaucoup d'endroits à New York, à Rome, et en plus dans la couture, par les clientes
qui viennent dans les maisons de couture. On est forcément en relation avec énormément de monde. Alors, en plus, moi j'étais un petit provincial qui arrivait à Paris, et j'ai connu des gens, enfin, avec des noms, j'étais pas du tout étourdi ni grisé, mais enfin, j'étais quand même, disons, heureux de rencontrer ces gens. Pour moi, c'était un autre monde. Je me suis trouvé très peu de temps après à rencontrer des personnalités comme Tina Onassis, comme Onassis lui-même, et beaucoup de gens comme ça qui, on se fait tout un monde de comme ces les gens. Pompidou. Après, j'ai rencontré aussi monsieur et madame Pompidou. Je les ai rencontrés à Saint-Moritz, d'ailleurs, un soir, parce que je connaissais à cette époque-là le préfet de police, monsieur Papon, qui après voulait se reposer après les événements de 58. Et il était venu à Saint-Moritz et il m'a téléphoné quand il est arrivé. Il m'a dit « Je suis au bar, est-ce que vous voulez prendre un verre ?» Je suis descendu au bar et il m'a présenté monsieur et madame Pompidou, qui était fondé de pouvoir à la Banque Rothschild à ce moment-là. Je ne savais pas qu'un jour il deviendrait Premier ministre et ensuite président de la République. Et madame Pompidou a toujours été votre cliente, mais vous avez habillé le président de la République, Georges Pompidou? Non, lui-même je ne l'ai pas habillé, non. Ce serait le summum, ça, d'habiller les présidents de la République. Et vous pouvez le faire, puisque après les femmes, vous avez visé les hommes. Oui. Non, mais je n'ai pas habillé le président Pompidou. On devient amis avec ces gens-là. Eh bien, je dois dire que c'était un homme absolument extraordinaire et je l'ai toujours connu à partir du moment où je l'ai rencontré en 58 jusqu'à sa mort. C'était un homme... Il n'a pas changé au fil des événements? Justement, ce qui était extraordinaire chez lui, c'est qu'il n'a absolument pas changé. Et quand il a été Premier ministre, j'ai été invité à Matignon. Et quand il a été Président de la République, j'ai été invité à l'Élysée. Et il est vrai que lorsqu'il est mort, on a demandé votre témoignage. C'est bien la preuve que vous le connaissiez bien. Oui. C'était un homme fantastique, justement pour ça, parce que c'était un homme très humain. Guy Laroche, il y a les hommes, il y a les femmes, alors pourquoi pas les enfants? Vous pourriez les habiller aussi, parce que ça serait un tour commercial total. Oui, mais vous savez, il faut aussi savoir se limiter. Pour la beauté du geste. Non, mais il faut savoir se limiter si on veut contrôler tout ce que l'on fait, parce qu'il est évident qu'on peut toucher aussi à beaucoup de choses, mais c'est très difficile d'arriver à contrôler ce que l'on fait. Et quand même, c'est essentiel, parce qu'il ne suffit pas de donner son nom et de dire, voilà, on met son nom quelque part et on en fait ce que l'on veut. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, justement, c'est de contrôler tout. Alors, ça devient très, très difficile. On a très peu de temps, croyez-moi, je travaille chaque année de plus en plus. Oui, mais lorsqu'on est devenu le couturier que vous êtes, Guy Laroche, je me demande si on est encore un artisan. On est vite devenu un commerçant, et plus qu'un commerçant, un industriel. Oui, mais on peut être industriel et rester, disons, être honnête avec sa marque. Ah, mais je ne dis pas que vous êtes malhonnête. Non, mais je veux dire, je suis pas... Pour moi, je estime que je ne suis pas honnête si je donne mon nom et qu'on en fait ce que l'on veut seulement, comme ça, pour, disons, je vais traiter avec différentes catégories. À ce moment-là, non, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, on va lancer du linge de maison, eh bien, je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de faire du linge de maison, de trouver des choses pour quand même faire un linge de maison qui soit personnalisé, qui soit vraiment un linge de maison de la maison. Oui, mais les choses sont quand même devenues plus faciles parce que vous êtes non pas achetable, mais je veux dire que votre nom peut être acheté. Ah, il est évident, oui, mais ça c'est après des années. Il faut quand même lutter beaucoup d'années pour ça. Oui, mais vous êtes obligé de faire des associations et vous n'êtes plus libre, car vous êtes associé avec un milliardaire américain, un milliardaire français. Oui, mais ça c'était parce que en fait j'étais seul. À la pointe acérée. Oui, j'étais seul dans mes affaires jusqu'en 68, et j'ai fait de l'autofinancement moi-même et je n'avais pas d'associé, personne. Et puis les événements de 68, évidemment, ont fait qu'à cette époque-là, on est resté des mois sans travail, étant donné que toutes les étrangères, il n'y en avait plus, que les Parisiennes ne commandaient pas, et que moi j'avais beaucoup d'ouvrières que je n'ai pas voulu renvoyer à ce moment-là, je les gardais, pensant aussi que les choses allaient s'arranger, les choses en s'arrangeant, mais elles ne se sont pas arrangées comme avant. Donc à ce moment-là, pour nous, ça a été, disons, comme dans beaucoup de choses, un tournant décisif. Et pendant cette année, il est évident que j'ai perdu énormément d'argent pour pouvoir garder tous les gens qui travaillaient avec moi. Alors un jour, d'ailleurs, cette première association m'a été proposée. J'ai dit pourquoi pas.
Et puis, ça n'a pas été une expérience très concluante et très heureuse, étant donné que tout a capoté. Tout a capoté parce que, en fait, c'est un monsieur qui a fait faillite lui-même. Ça peut arriver. Un jour, vous pourriez vous aussi vous abandonner aux mots que vous venez de lancer. Oui, tout peut arriver, mais en fait, peut-être moins maintenant, quand même, qu'à une certaine époque. Alors, cela vaut-il la peine de sacrifier un nom à une célébrité? Parce que Guy Laroche en connaît, mais en voulant l'installer vraiment dans tous les domaines, vous risquez peut-être. Mais je suis très prudent dans ces choses-là. On me propose beaucoup de choses que je refuse. Croyez bien, je n'accepte pas toutes les propositions. Loin de là. Mais vous êtes obligé de lancer tous, parce que lorsque je vous dis cela à vous, Guy Laroche, je pense à tous les autres couturiers, lorsque vous avez vos maisons, vous croyez obligé de lancer un parfum, une eau de toilette, du linge de table, des serviettes, bientôt vous ferez de la décoration, ensuite de l'architecture. Ah mais j'aimerais beaucoup faire de la décoration. C'est le dessinateur là. J'adore beaucoup, mais c'est pourquoi pas faire de la décoration. C'est un métier qui me plairait énormément. Mais il est évident que je crois qu'aujourd'hui, aucun couturier ne peut vivre avec sa maison de couture. C'est absolument pas viable. C'est aucun, même si nous travaillons beaucoup. Nous, par exemple, nous travaillons énormément à la haute couture. On refuse même de faire des robes. Mais il vaut mieux refuser parce qu'à partir du moment où vous acceptez, ou par exemple, par certains moments de l'année, on a beaucoup de travail, on est obligé d'avoir beaucoup d'ouvrières. Et puis après, quand on a des moments creux ou si on a une saison moins bonne, c'est très dur parce que chaque ouvrière aujourd'hui coûte très cher, malgré ce que l'on dit avec les frais sociaux. Et il faut, chez nous, le travail est fait. Il y a beaucoup de main d'œuvre sur une robe. Une ouvrière, elle fait une robe et demie par mois. Et c'est l'ouvrière qui fait la robe. Ben, il y a l'ouvrière. Ouais, c'est le couturier ou c'est l'ouvrière? Ah ben non, moi je me vois pas, je ne sais pas coudre. Ça, je vous le dis très honnêtement. Nous faisons la collection, on conçoit la collection, et après c'est les ouvrières qui font les robes. C'est toute la différence qu'il y a entre un couturier et un tailleur. Le tailleur sait faire un costume, le couturier ne sait pas. Ah mais je ne dis pas que je ne sais pas donner l'équilibre et que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas coudre, c'est une chose différente. Mais à ce moment-là, il vaut mieux refuser chez nous parce que c'est un engrenage. C'est un engrenage et aujourd'hui, il faudrait... Vous comprenez, la main-d'œuvre, aujourd'hui, si elle n'est pas productive pour la haute couture. Parce que déjà, par exemple, nous travaillons 3 mois de l'année, rien qu'à faire les collections. La collection d'hiver et la collection de printemps. Pendant 1 mois et demi, pendant 5-6 semaines, nous travaillons que pour préparer la collection de haute couture. Alors vous avez déjà 13 ou 14 semaines ou 15 semaines par an, rien que pour préparer les collections. Après, vous avez des gens encore, puisqu'il y a les vacances qui est normal, vous avez déjà chez nous 20 semaines de travail complètement improductif. Après, une ouvrière, elle fait 1 robe et demie par mois, à peu près. Elle ne fait pas 2 robes par mois. Alors, vous voyez ce qu'une ouvrière peut faire, fait finalement très peu de robes dans une année pour la clientèle, je parle. Alors là, le côté artisanal est protégé. Alors là, il y a un côté artisanal, évidemment, mais ça, c'est nécessaire chez nous, et on le garde. Guy Laroche, lorsque vous avez quitté La Rochelle, vous pouviez prévoir qu'un jour, qui est ce jour de 75, vous feriez 15 milliards anciens de chiffre d'affaires? Non, absolument pas, non, pas du tout. Dans la frivolité, comme vous dites. Oui, dans la frivolité, oui. Mais c'est ce qui prouve que quand même il y a autre chose que la frivolité. Alors maintenant, la question qui peut se poser, y a-t-il un public pour ce que vous faites? Je viens de donner un chiffre, donc je réponds moi-même oui. Mais oui, évidemment, mais partout il n'y a qu'à voir les contrats, il n'y a qu'à voir d'abord dans le monde entier. Par exemple au Japon actuellement, enfin moi j'ai 4 boutiques au Japon, on fabrique par exemple la confection pour hommes est fabriquée au Japon. On fabrique aussi, je fabrique pour les hommes en Amérique. Parce que les mensurations sont différentes. On est à peu près obligé pour la diffusion de fabriquer sur place. Il y a une grande différence entre les Américains et les Français sur le plan des mensurations? Oui. Ils sont plus costauds. Oui, les Américains sont plus grands en général, plus costauds, et puis ils demandent des choses différentes. Ils ont des longueurs de bras différentes, c'est toutes des manteaux différents. Puis les Japonais aussi, mais alors eux ils sont plus petits, ils ont les bras plus courts. Finalement, ça s'adapte assez mal. Alors le mieux, c'est de fabriquer sur place. Alors prenons ces 3 types d'hommes, le japonais, l'américain, le français. Comment veulent-ils être habillés? C'est différent aussi.
Oui, les tissus sont différents, mais en fait... La coupe est la même? La coupe, au départ, est la même, oui. La coupe est la même. Nous envoyons nos patrons sur place. Ce qu'il y a, c'est que les patrons sont adaptés, si vous voulez, aux mornes de fabrication, enfin, au corps plus adapté aux mornes américaines ou aux mornes japonaises. De façon à ce que, par exemple, des vêtements français qui partent au Japon, les jaquettes sont trop longues, les bras sont trop longs par rapport à certaines carrures, si vous voulez. Alors eux, ils gardent on envoie les patrons et ils adaptent les patrons sur leur base à eux, sur leur mesure. Mais Guy Laroche, faisons un peu de prospective. Jusqu'à quel moment pourrez-vous faire de la haute couture en France? Toujours? Mais dans l'éventualité actuelle, oui, pourquoi pas. Non, je parle de l'avenir. Oui, mais la haute couture... Pourra-t-on payer de tels prix pour de telles choses? Oui, mais je vais vous dire, la haute couture, même si on ne travaille pas beaucoup avec la haute couture, disons que c'est une publicité pour tout ce que l'on fait à côté, pour nos licences, pour tout ce que nous réalisons à côté de la haute couture. En fait, c'est le porte-drapeau, si l'on peut dire. Et le prêt-à-porter vient après? Alors le prêt-à-porter, tout le monde y sacrifie. Non, le prêt-à-porter vient avant, si vous voulez, au point de vue volume d'affaires. Il vient bien avant. Volume d'affaires, oui, bien sûr, c'est avec le prêt-à-porter que vous pouvez faire de la haute couture. La haute couture, disons, c'est un petit peu notre violon dingue, si vous voulez, maintenant. Alors maintenant, Guy Laroche, installé comme vous l'êtes, industriel comme vous l'êtes devenu, vous avez vos usines, vos boutiques, votre nom griffé à travers le monde, et vous avez des responsabilités. Alors il n'est plus possible de vivre, on n'est plus aucune tranquillité. Si, il faut vivre. Si, mais non, parce que je n'ai pas sacrifié non plus ma vie, j'aurais jamais accepté de sacrifier ma vie uniquement pour le travail. Je sacrifie beaucoup de temps, mais je trouve que la vie, c'est une chose trop importante, et j'aime vivre beaucoup. Je trouve que la vie est courte, elle est belle, et je sacrifie pas du tout. Alors que faites-vous du temps perdu? J'ai pas de temps perdu d'abord. J'ai pas de temps perdu parce que j'ai pas assez de temps, mais je crois que je profite de tout parce que j'aime tout. Je suis absolument pas blasé. J'aime tout et les choses très simples surtout. Lorsqu'on met couturier sur une carte de visite, ça fait sérieux? Non, je ne parle pas de Guy Laroche parce qu'alors là tout le monde veut le recevoir parce que vous êtes une griffe et un nom. Je ne suis pas couturier sans mes cartes de visite. Non, vous n'avez pas besoin, c'est ça? Je n'ai pas, non. Hein? Non, je ne mets pas couturier, non. Vous voudriez mettre chirurgien? Oh non, mais je n'ai pas, je n'ai pas de regrets. Je voudrais vivre d'autres vies pour être autre chose. Chirurgien un jour, oui, ça me plairait, mais il y a des tas de choses qui me passionnent. Dans une deuxième vie, en tout cas, ça ne serait pas couturier? Je préférerais essayer autre chose. Je ne veux pas recommencer la même chose, non? Oh non, c'est un manque d'imagination. Je préférerais faire autre chose. Quelles ont été vos trouvailles? Je parlais tout à l'heure de la robe au-dessus du genou. C'était une heureuse trouvaille. Bien, oui, mais enfin, vous savez, les trouvailles, j'ai remis les robes perlées à la mode tout à fait au début où j'ai recommencé. J'ai fait les dos bénitiers. Qu'est-ce que c'est un dos bénitier? Les dos très décolletés, parce qu'à ce moment-là, les femmes se décoltaient beaucoup la poitrine devant, mais moi j'aime beaucoup les dos, je trouve que c'est très beau. Vous employez de drôles de noms quand même, dos bénitier. Oui, on avait appelé ça les dos bénitiers. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai appelé dos bénitier, mais... Puis il y a eu également les robes longues de plein jour. Alors après, oui, on a refait les robes longues, les robes... Comment se fait-il que les femmes mettent des robes longues en plein jour? Mais vous savez, il y a eu... Non, parce qu'il y a eu... C'est plus léger, c'est... Non, mais c'est normal, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que pendant des années, il y a eu une mode très très courte. Et que, en fait, pour faire un changement, par exemple, quand on a porté pendant des années une mode très courte, les femmes ont porté une mode très courte, si on leur rallonge les robes de 5 cm ou de 10 cm, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la même robe auquel on a mis un ourlet un peu plus bas. Alors je crois qu'il faut quand on fait un changement, d'ailleurs ces changements ne se produisent pas toutes les saisons ni tous les ans, ils viennent à peu près vers les 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin ça dépend des périodes, mais à ce moment-là, il faut donner un choc. Alors si on veut on passe de la jupe courte, il faut faire des jupes très longues, parce que si on les rallonge de 5 cm, c'est une évolution, ça n'est pas un changement. Alors entre les grandes révolutions, disons qu'entre la jupe très courte et la jupe longue, il y a eu des petites évolutions, mais il faut amener, pour arriver à faire admettre un changement de mode, il fallait donner un choc. Donc il a fallu rallonger les robes vraiment et les faire très longues. Mais vous obligez les femmes souvent, et les femmes d'ailleurs de tous les publics, à
à changer complètement leur garde-robe, et ça coûte une véritable fortune, parce qu'un jour vous avez décidé que la robe serait 5 cm au-dessus du genou, puis 2 ans après 5 cm au-dessous du genou. Si c'est 5 cm, elle ne les change, oui, elle s'arrange. Il y a ce qu'on appelle l'ourlet, c'est ça? Oui, elle s'arrange. Pour les 5 cm, les femmes sont su. Non, c'est pas très important. Non, il y a il y a la mode courte et la mode très longue, disons. Alors à ce moment-là, il y a un changement. Elles ont dû changer leur garde-robe, mais ça s'est fait aussi en 2 saisons. Elles n'ont pas admis tout de suite la première saison, elles ont attendu la deuxième saison. Et puis de toute façon, les femmes aiment changer. De toute façon, même la robe courte, si elle dure 10 ans, elle ne mettra pas 10 ans la même robe courte. Elle va en acheter une autre courte. Alors disons qu'au moment où elle a racheté une robe, au lieu de la racheter courte, elle l'a rachetée longue. Puis vous faites travailler le commerce. Tout le monde travaille. C'est normal, mais surtout, mais vous savez, dans la vie, moi je crois qu'on n'attache pas suffisamment d'importance aux vêtements. Le vêtement est une chose extraordinaire. C'est une façon. Pourquoi les gens se sont mis en hippie? Pourquoi les gens, ils se déguisent? Parce qu'à partir du moment où ils s'habillent autrement, ils pensent qu'ils sont autrement. Et c'est très important, le vêtement. Mais oui, en grande partie, c'est vrai, parce que la preuve, c'est que si vous donnez un dîner costumé, les gens se déguisent, ils pensent qu'ils... Oui, mais c'était une façon d'avoir une autre personnalité. En fait, je crois que de s'habiller autrement, on se sent autrement. Il faut changer de vêtements. On ne peut pas changer de visage, on peut pas trop... Et je trouve que le vêtement, c'est important de s'habiller, de ne pas s'habiller. Par exemple, l'hiver, moi, j'aime bien, par exemple, quand il fait très gris, qu'il fait très triste, mais au contraire, j'aime mettre des choses de couleur, parce que je trouve que on a envie de voir de la couleur. La vie, si c'est triste, s'il pleut, s'il fait mauvais, s'il fait... Je trouve qu'au contraire, c'est très important, le vêtement. Très important. Guy Laroche, vous avez une définition personnelle de l'élégance? Je crois que l'élégance... celle qui ne se remarque pas. C'est celle qui ne se remarque pas, et c'est en même temps de porter ce qui vous va, parce que des choses peuvent être très jolies. Comment le savoir? Ah, eh bien c'est pour ça que, en fait, c'est assez difficile d'être élégant, et parce que vous avez des femmes ou des hommes qui ont beaucoup de vêtements, ils ne sont pas forcément élégants pour ça, et vous avez des gens qui en ont peu, et qui sont élégants, parce qu'ils savent ce qui leur vont, ils savent mettre ce qui va avec, ils savent mélanger ce qu'ils ont, et ça c'est très important. Il vous arrive de conseiller vos clients, parce que on voit souvent des gens très fortunés porter des choses vraiment impensables. Mais vous savez que là aussi on a des problèmes, parce que il y a les personnes qui vous... C'est très bizarre. C'est une très bonne question même. Parce que les gens, par exemple, qui vous demandent un conseil, c'est pratiquement ceux qui n'en ont pas besoin. Et ceux qui ne vous les demandent jamais et qui ont des idées très arrêtées, c'est ceux-là qui souvent en ont énormément besoin. Mais à partir du moment où quelqu'un ou une femme vous dit « Est-ce que vous pensez que ça c'est pour moi ?» Vous pensez que déjà elle a déjà gagné. Mais à partir du moment où une femme est sûre, c'est moins. Alors là, c'est moins certain. La faute de goût est toujours au bout de l'orgueil. Oui, ça c'est déjà... Je parlais des trouvailles, il y a également le short que vous aviez imposé aux femmes. Oui, le short, oui, j'ai une jolie chose aussi. Oui, j'ai mis le short sous des jupes à ce moment-là. J'avais mis des jupes qui cachaient les shorts. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un couturier comme vous lorsque vous amusez à inventer tout cela? Vous savez, on n'invente pas chaque saison, on évolue aussi entre les deux, on cherche, on peut pas prétendre... Vous êtes quand même de curieux personnages. On peut pas prétendre inventer tout le temps, moi je pense pas, je pense que... Puis on se répète, mais on refait les choses d'une façon différente, vous savez, je crois pas qu'il y ait beaucoup de... Je le vois pas comme ça, moi. Enfin, pas moi, non. Enfin, il y a une chose qui est importante dans votre domaine, c'est la clientèle. Alors une clientèle, il faut quand même l'installer, il faut la trouver. Alors on est appelé peut-être parfois à faire des concessions pour avoir des clients. Oh non, je ne pense pas là non plus, parce que vous savez, les clientes, je crois que les seules bonnes clientes, c'est celles qui viennent chez vous. On peut pas aller chercher les clientes. C'est des choses que... C'est faux, ça aussi. Les bonnes clientes, c'est les clientes qui ont envie de venir chez vous parce qu'elles aiment votre style. Alors les femmes choisissent. Il y a des couturiers à Paris, on a tous des styles un peu différents, et c'est à la femme qui choisit le couturier qu'elle pense qui lui convient le mieux, ou elle aime ça. Il y a aussi beaucoup de femmes qui vont chez plusieurs couturiers, ce que je trouve très très bien. Moi j'aime beaucoup les clientes qui s'habillent dans plusieurs maisons de couture. Pourquoi pas? Elles peuvent faire des comparaisons. Oui, et en plus elles peuvent trouver, disons cette saison, telle chose chez un et préférer une autre chose chez un autre. Je trouve ça très bien, moi j'aime beaucoup ça. Enfin, il doit y avoir autant de tempérament que
que de clientes, parce que je regarde 3 de vos clientes et elles doivent être toutes les 3 très différentes. Je pense par exemple à la vicomtesse de Ribes, à Mélina Mercouri et à Françoise Sagan. 3 oppositions nettes et franches. Oui, c'est 3 parmi d'autres. Évidemment, alors là, c'est assez difficile, mais vous savez, dans une collection, il y a énormément de modèles, et en plus, à partir du moment où une femme commande une robe chez nous, justement, le propre du couturier, c'est qu'on doit, nous, essayer de l'adapter à la personnalité de la cliente, parce que il y a le modèle, quelquefois, est un tout petit peu rectifié pour la personne. Il faut tout prévoir et pour tous. C'est votre problème maintenant que vous êtes devenu industriel. Vous voulez dire prévoir Bon, il y a une clientèle qui est la haute couture, oui. Elle est limitée, c'est de l'élitisme, et puis il y a le prêt-à-porter, et là tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, oui. Et tout le monde marche? Tout le monde est d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous installez, avec ce que vous inventez? On vous dit parfois, vous abusez un peu quand même, non? Pas dans le prêt-à-porter, non, absolument pas. Mais ça, dans le prêt-à-porter, non, je pense pas. Je pense pas. Quelquefois dans la couture, il y a des modèles où on nous dit oh oui, oh ça c'est importable, je ne sais pas, c'est possible quelquefois. Mais en fait, c'est pas la diffusion. On met dans la diffusion, tout est très portable. En fait, alors à ce moment-là, c'est un style. Je crois que les femmes choisissent, alors à ce moment-là, entre les couturiers qui leur vont. Elles vont dans les boutiques, elles regardent, elles ne sont pas obligées d'acheter. Mais Guy Laroche, est-il facile de se faire un nom? Parce que on pense que certains sont nés pour cela et qu'il ne faut pas de travail. Or, je crois savoir que vous êtes un gros travailleur, un bûcheur même. Oui, il faut beaucoup travailler. Ça, je ne crois pas du tout qu'on puisse arriver sans travail. Mais je crois que si on travaille beaucoup, on peut... Oui, mais même actuellement. Mais il faut d'ailleurs, il en faut des nouveaux. Parce que s'il n'y a pas de nouveaux couturiers, de nouveaux créateurs, c'est très embêtant, même pour nous. Il faut tout le temps. Ce sont quelles qualités qui vous ont permis d'être ce que vous êtes? Alors, je crois la ténacité. Je vais jusqu'au bout des choses. Et le sens de l'amitié aussi. Ah oui, ça oui. Pour moi, c'est très très important. Je ne sacrifie rien à l'amitié. Et puis le sens de l'exactitude. Parce qu'on a trop souvent l'occasion, lorsqu'on arrive chez un tailleur, on a trop souvent l'entendre dire « Bon, si vous pouviez revenir dans 8 jours... » Non, ça c'est des choses à éviter. D'ailleurs, c'est pour nous revoir. Non, mais c'est à éviter, ça. Mais enfin, ça peut arriver dans l'organisation du travail. Mais enfin, disons que, à mon niveau, je crois que c'est d'être très tenace, de persévérer, même dans les moments où... Et surtout quand ça va très très mal. J'ai passé des moments où ça allait très 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 mal. Et je crois que j'étais, à ce moment-là, encore beaucoup plus tenace. J'ai dit non, je m'en sortirai. Il n'y a rien à faire, je m'en sortirai. On parle toujours des clients, ils vous sont bien nécessaires, ils vous sont même indispensables, mais il faudrait également parler des mannequins. Quelle est leur place dans votre affaire? Ils vous sont nécessaires? C'est important, oui. Ah oui, c'est important les mannequins. En plus, même chez moi, parce que même les mannequins, c'est comme tous les gens qui travaillent avec moi, j'aime pas changer. Je change. Vous êtes obligé de changer un jour, au moins. Oui, bah, évidemment, mais elles changent elles-mêmes parce qu'elles changent de vie ou elles partent. Mais en général, je garde quand même mes mannequins assez longtemps. J'aime bien travailler sur les mannequins avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et je trouve que j'aime bien garder un esprit un peu familial, même, disons, dans la maison de couture. Je trouve ça très sympathique, ne pas toujours avoir... Alors, j'aime avoir un ou deux mannequins nouveaux, si vous voulez, parce que non plus... quand on n'a pas des têtes nouvelles, on n'a pas suffisamment, on connaît trop les mannequins sur lesquels on travaille, on n'a pas suffisamment de recherche. Alors c'est toujours intéressant d'avoir quand même des nouvelles têtes. Mais quand même, j'aime avoir une base de mes mannequins qui reste. Et quelle qualité demandez-vous à un mannequin? Elle doit être jolie? Oh, jolie. La jeune femme? Bien faite en tout cas. Ah bah oui, évidemment, parce que je vois pas pourquoi on irait obligatoirement. On nous fait toujours le reproche qu'on prend des filles qui sont jolies, qui sont minces, etc. Ben, pourquoi à partir du moment où on les choisit, on n'a pas besoin d'aller prendre, parce que je crois que toute femme, même qui n'est pas très mince, elle essaie de s'identifier à cette femme-là. Nous, ce que nous donnons, c'est un modèle de femme, évidemment. Alors. On nous dit toujours, mais vous habillez des planches à pain, pas forcément d'abord. Moi, j'aime au contraire avoir des mannequins pas trop maigres. Mais non plus, je n'ai pas besoin de les choisir. Adorent vraiment les maigres. Peut-être, mais je ne vais pas aller choisir spécialement une femme forte. Ou alors, il faudrait que j'ouvre un rayon spécial de femmes fortes. Bon, mais c'est pas le cas. Nous, on idéalise un peu la femme, ce qui est vrai, mais pourquoi pas
Je ne pense pas qu'il faut le voir comme un défaut. Enfin, le métier de mannequin devrait être un métier d'avenir parce qu'elles devraient pouvoir exercer leur talent jusqu'à 65 ans, 70 ans. Il y a des clients de cet âge-là. Moi, je n'ai jamais compris qu'on ne s'adapte pas aux clients. Oui, mais je vais vous dire une chose. Si demain je montrais ma collection, disons même sur des mannequins de 50 ans, pour les femmes de 50 ans, il n'y en a pas une qui viendrait chez moi. Pourquoi? Parce qu'elles même sont celle de 60 ans, les pas du regardant. tout, il n'y en a pas une qui avouerait. Mais enfin, écoutez, mais c'est pas possible. Elles veulent pas. Elles diraient, mais c'est un couturier. Non, mais c'est. Finissez par bien connaître les femmes. C'est impossible. Plus que les hommes d'ailleurs. Les hommes sont tout à fait différents pour s'habiller. Non, les hommes sont beaucoup plus faciles. C'est beaucoup plus facile. Hein. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de tous les problèmes. Je pense que, de toute façon, quand même, il est plus intéressant. Pour moi, j'aime, par exemple, créer, disons, des collections masculines, mais très honnêtement, je m'intéresse moins à la mode masculine après, disons, dans l'évolution. Par contre, je trouve très intéressant de voir l'évolution de la mode féminine. C'est plus agréable. Par exemple, si j'habille pour un film Mireille d'Arc, je trouve ça passionnant. Parce qu'il y a une évolution, quelque chose. Bon, un homme, c'est un costume, c'est une chemise, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas aller trop loin avec un homme. Non, c'est pas pareil. Surtout que moi, j'aime quand même, malgré... Cela veut-il dire que nous sommes d'une grande banalité? Mais je pense que j'aime une mode classique, c'est une façon de porter les choses. Ce que je reproche beaucoup aux hommes, par exemple, c'est pas de... Moi, j'aime beaucoup la mode classique, si vous voulez, mais c'est de porter toujours ou des costumes beaucoup trop tristes, beaucoup trop... Les hommes ont, je sais pas, une fausse pudeur. Ils pensent que s'ils mettent un costume qui n'est pas gris ou marron, que ça va leur donner mauvais genre, je pense, ou qu'ils vont perdre leur virilité. Je n'ai jamais pensé que la virilité était dans la couleur du costume. Je pense pas que ça soit là que ça se place. Vous aimez ce que fait Courrèges? Toutes les couleurs de Courrèges? Pour hommes? Oui, pour hommes, oui. Pas beaucoup, non. Comme il est chez moi, je le rencontre parfois dans les trains des aéroports, il est très colorié. Mais il le porte bien. Oui, lui, mais ça peut aller à un certain type d'homme. Pourquoi pas. Mais vous ne vous voyez pas en jaune? Non, mais par exemple, je mettrais des blazers de couleur. Si, pourquoi pas, je mettrais très bien un blazer jaune, mettons l'été, si vous voulez, mais je ne me mettrais pas dans des couleurs, je me mettrais pas en rose, pâle ou... Mais ça, après tout, pourquoi pas. Vous êtes Guy Laroche, mais quelle idée vous faites-vous de Guy Laroche lorsque vous vous promenez à travers le monde, que vous voyez vos boutiques et que vous voyez ce que vous avez inventé? Bon, très honnêtement, j'y pense pas. Vous êtes obligé d'y penser puisque vous le voyez. Oui, je le vois, mais je sais pas. Ça vous plaît? Si la boutique est bien, ça me plaît. S'il y a quelque chose qui est pas bien dans la boutique, j'ai un œil assez critique, mais je le vois à ce titre-là. Je ne me promène pas en pensant, voilà, c'est moi, je me fais pas une grosse tête. Hein. Mais j'imagine tout de même que, étant passé du côté artisanal au plan industriel, vous êtes devenu vous-même quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Je crois que les gens qui me connaissent, je n'ai pas changé. Ou alors je serais très triste. Non, je suis sûr que non. Pour vous, la haute couture, c'est un laboratoire d'idées, un centre de recherche. Oh, oui, mais je pour pense le reste. Non, oui, mais il y a pas. Vous croyez, on a des idées aussi dans le prêt-à-porter. Il y a des choses que l'on fait que pour le prêt-à-porter, qu'on ne mettrait pas non plus dans la haute couture. Il ne faut pas penser qu'on n'apporte pas des idées au prêt-à-porter. C'est un métier différent, si vous voulez, avec des objectifs différents. Alors, lorsqu'on est un homme comme vous, Guy Laroche, on ne s'arrête pas en route. Vous habillez les gens, vous allez bientôt habiller les appartements. Si vous habitez l'homme, si vous habitez non, j'aurais pas le temps. Non, il faudrait que j'ai dans ma prochaine vie. Oui, mais c'est quand même un prolongement de votre métier. Oui, mais on peut pas tout faire. Il faut déjà, je trouve que entre tout ce que l'on a à faire, enfin tout ce que j'ai à faire, disons, j'ai très très peu de temps pour moi, comme vous le disiez tout à l'heure, et je veux quand même pas je veux pas sacrifier complètement ma vie à mon travail. Je veux bien que les deux marchent ensemble, mais je ne veux pas les sacrifier. J'ai évité de le faire jusqu'à maintenant. Et j'espère continuer. Moi, je suis curieux, Guy Laroche, et je voudrais bien savoir ce que le monde, dans 2 siècles, retiendra de notre époque, c'est-à-dire de ce XXe siècle. Je me demande au point de vue mode, pas grand-chose. Je sais pas, ils prendront un flash comme on prend des flashs à travers l'histoire. Je ne sais pas comment ils nous verront. Et un jour, on en arrivera à ce Kleenex du vêtement, c'est-à-dire la robe ou le costume qu'on jette. Vous savez,
peut pas prévoir, mais je ne pense pas. Je pense que le vêtement est une chose qui est importante, comme je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, la preuve, c'est que au cours de l'histoire, dans tous les changements, dans tous les grands changements, le costume a toujours beaucoup compté. Et je pense que si un jour on arrive à ce vêtement Kleenex, la vie, alors les êtres humains mangeront des pilules et s'habilleront de vêtements Kleenex, ça sera très triste. C'est vraiment très très triste. Comment trouvez-vous nos ministres et le président de la République? Ils sont bien habillés? Oui, ils sont pas mal habillés. Ça n'est pas ce que vous souhaitez. Vous les voyez comment? En costume pour un uniforme? Non. Ah non, absolument pas. Non, mais vous savez, ils ont eux aussi le fait qu'ils représentent, qu'ils soient ministres. Je crois qu'ils s'obligent à porter des tenues très sévères ou toujours un peu le revers un peu étroit, des petites choses, les pantalons un peu étroits. Enfin, ils sont un petit peu comme ça. Mais je crois que ils ne veulent pas être dans la ligne, je crois, actuelle. Il y a un laisser-aller pour vous en ce moment? Il y en a eu plus à mon sens, il y a eu beaucoup plus de laisser-aller dans les trois années précédentes que maintenant. Je trouve que de nouveau, les gens ont de nouveau peut-être envie de s'habiller. La preuve, c'est qu'il y a quelques années, on allait le soir dans les boîtes et toutes les filles étaient encore en blue jean. Aujourd'hui, les filles mettent des robes du soir. Lorsqu'on est bien de l'extérieur, c'est qu'on est bien de l'intérieur, à votre avis? Ah, ça... Non, je crois qu'il faut surtout être bien de l'intérieur. Merci Guy Laroche.